Troisième séance aujourd'hui, nous avons commencé à traiter d'une question qui est en lien avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est l'analyse sociopolitique de la transition. C'est-à-dire, comment peut-on envisager l'organisation d'une force politique, de groupes sociaux favorables à la transition? Voilà la question. Alors, pour pouvoir progresser sur cette analyse, je suis revenu les 2 premières séances sur l'approche classique des groupes sociaux. Et nous avions déjà analysé le fait que dans cette approche classique, il y a une approche en termes de classe sociale. C'est la première approche. Les classes sociales qui établissent une distinction entre les propriétaires fonciers, la bourgeoisie industrielle, commerçante et financière, et puis la petite bourgeoisie urbaine, périurbaine ou rurale, la classe ouvrière, c'est-à-dire derrière la question du prolétariat, et puis les marginaux, que Marx appelle les lumpenprolétariats. Ça, c'est une vision très classique qui va émerger au début du 19e siècle, avec une représentation donc, des groupes sociaux sur la base de la classe sociale. Cette classe sociale ayant plusieurs caractéristiques, mais une des plus importantes, c'est la place de ces groupes sociaux dans les rapports sociaux de production et leur capacité à capter ou pas le surplus, la plus-value, dirait Marx, c'est-à-dire le travail qui n'est pas payé. Comment un certain nombre de classes sociales, les propriétaires fonciers, la bourgeoisie industrielle, mais aussi en partie la petite bourgeoisie urbaine, comment elle capte, comment ces classes sociales captent de la valeur qu'elle n'a pas contribué à créer. C'est toute la question de l'exploitation. Ça, c'est les premières catégories sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que nous sommes déjà intervenus, je suis déjà intervenu, nous avons commencé à en discuter. Et alors, bien entendu, c'est une discussion qui ne prend pas pour autant fin, mais je préférerais avancer dans l'exposé des arguments. La deuxième catégorie de groupes sociaux, c'est le concept de force sociale. Ce concept, il va apparaître de manière plus récente, notamment dans les débats politiques qui émergent dans les années 60-70, notamment avec le développement du féminisme, l'irruption des jeunes dans le débat politique de mai 68, la question des immigrés qui devient une question politique, et de manière plus récente, les mouvements LGBT. Ces forces sociales ne s'organisent pas à partir de classes sociales. Ils s'organisent à partir d'enjeux de domination. La domination des hommes sur les femmes à travers les rapports sociaux machistes, la domination des jeunes par les plus anciens, la domination des nationaux ou des derniers arrivés vis-à-vis des émigrés viennent dans des territoires période par période, et puis la domination d'une vision hétérosexuelle classique vis-à-vis de personnes qui font des choix de sexualité différents. Alors, ces groupes sociaux qui s'organisent contre la domination, l'on appelle forces sociales, sont eux-mêmes divisés par des situations de classe différentes.
on peut avoir des femmes qui sont en même temps des femmes de la bourgeoisie, qui ont le pouvoir économique. Puis vous avez des classes, des femmes qui sont ouvrières, voire des femmes qui sont marginales. Donc, ces forces sociales sont traversées par des questions de classe sociale. Et très souvent, elles ne sont pas explicitées. Par exemple, dans les mouvements actuels, qui essayent de faire une alliance entre la question du féminisme, la question de l'immigration et de l'antiracisme et la question du choix sexuel, et une alliance qu'on appelle intersectionnelle. En réalité, dans ces logiques d'alliance entre ces différentes forces, la question des classes sociales est passée sous silence. Et la plupart du temps, c'est en réalité la vision de la petite bourgeoisie urbaine qui domine. C'est la vision de la petite bourgeoisie urbaine, périurbaine, qui donne le ton de ces luttes sans préoccupation, par exemple, des femmes ouvrières ou des femmes du lumpenprolétariat, sans préoccupation des immigrés ouvriers, etc. Et la mise en avant d'une, je dirais, presque trop forte identité de force sociale vis-à-vis des classes sociales pose des difficultés majeures à l'heure actuelle. Et puis, il y a une troisième. Alors, nous avons commencé à discuter de ça, là, notamment la dernière fois. Puis, nous avons une troisième catégorie, qui est la catégorie des communautés. Alors, dans la catégorie des communautés, vous avez, si vous voulez, deux grands types de communautés. La communauté territoriale nationale, je dirais la communauté nationale, avec le poids des institutions nationales et régionales. Vous avez la deuxième grande catégorie de communautés qui sont des communautés religieuses ou ethniques, les deux quelquefois s'articulant, avec le poids des institutions religieuses et de la culture orale. Alors, nous allons traiter de ce troisième point ensemble aujourd'hui, qui est un point très important parce que beaucoup de luttes sociales se sont établies au nom de la communauté nationale ou au nom de communautés religieuses et ethniques. Et puis, la dernière catégorie sur laquelle j'aimerais me pencher avec vous, qui est pour moi une catégorie naissante, qui est ce que j'appelle les communautés de pensée et d'action, qui sont tournées vers la nécessité d'une révolution culturelle. Chez nous, en ce moment, la révolution culturelle que demande la transition. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter de ce point 3 et de ce point 4. Si nous avons le temps, on va voir. Mais on va revenir sur le concept de communauté. Alors, là, je passe parce que c'est des choses que nous avons déjà vues précédemment. D'ailleurs, il faudrait les traduire en portugais. Je pense que ça serait important. Voilà, donc je passe, pardon. Voilà, et je m'arrête sur la question des communautés nationales. En fait, on pourrait dire que ce sont des communautés qui sont fondées dans l'histoire. Hein, que ce soit les communautés nationales ou les communautés religieuses et ethniques, leur fondement, c'est l'histoire. Alors, si on prend la question de la communauté, on peut faire les remarques suivantes. La première, c'est que la communauté nationale est généralement fondée sur une langue, qui est une langue partagée. Les nations partagent des langues. Et quelquefois, la construction des nations se font contre les langues locales. Si je prends la construction de la communauté nationale française, elle va se mettre en place contre des langues locales comme le breton, comme le basque, comme le corse, comme
des langues alsaciennes. La question de la langue occupe une place très importante. Et cette langue commune permet, dans l'histoire, de construire une histoire nationale, et derrière cette histoire nationale, une culture nationale. Alors, bien entendu, les cultures nationales, qui sont des formes d'expression écrite et orale, ne se construisent pas d'une manière isolée des autres nations. Il y a des échanges entre cultures, mais malgré tout, la référence historique à cette culture nationale est très puissante et crée une force de, comment dirais-je, une force d'attraction extrêmement puissante. Alors, j'aimerais souligner ici, je ne l'ai pas mis, mais je le parle oralement, d'une distinction, si vous voulez, entre la question de l'histoire nationale, et donc de l'histoire de la culture nationale, et des processus révolutionnaires, des processus de transformation sociale. Il y a une tension ici par rapport à l'histoire. Soit l'histoire est fermée, et à ce moment-là, c'est un rapport sur le plan de la subjectivité, c'est-à-dire sur le plan de la psychologie, d'un rapport régressif à l'histoire. On pourrait dire que c'est un rapport de pulsion de mort à l'histoire, qui est un processus régressif, subjectif, où les êtres humains cherchent à revenir à une situation idéalisée qui est celle de l'enfant, même de l'enfant dans le ventre de la mère, et qui, par cette régression subjective, se détourne d'une émancipation possible. Il y a là un rapport à l'histoire nationale qui est une histoire pulsion, qui peut aller très loin dans la pulsion de mort, quand on regarde la façon dont l'histoire nationale a construit le nazisme ou a construit le fascisme en Italie, ou constitue aujourd'hui un recours extrêmement important aux forces d'extrême droite, que ce soit Bolsonaro au Brésil, Le Pen en France, en Italie, je ne sais plus son nom, mais vous voyez ces forces qui se remettent en place. C'est un rapport régressif à l'histoire, qui ferme l'histoire. Puis vous avez un autre rapport plus culturel à l'histoire nationale, qui est à travers cette histoire retrouver des ressources immatérielles pour faire face à l'adversité du devenir, pour construire le demain. Et donc c'est une bagarre au regard de l'histoire, une vision régressive de l'histoire ou une vision émancipatrice, c'est-à-dire une vision qui se propulse dans l'avenir de l'histoire. Et on va retrouver ces questions-là à travers des langues. J'y reviendrai beaucoup. Le fait que le franc anglais, c'est-à-dire en fait cette langue anglaise banalisée qui se développe au Brésil comme partout, par exemple l'expression business, par exemple l'expression start-up, par exemple l'expression, comment dirais-je, performance. Ce sont des expressions qui ne sont pas compréhensibles par la communauté nationale. Le fait d'utiliser dans la langue des expressions qui n'ont pas d'histoire au regard de l'histoire nationale coupe la communication, isole ceux qui l'utilisent, les couches populaires, et donc provoque une réaction conservatrice. L'usage du franc anglais ou de l'anglais qu'on retrouve aussi au Brésil provoque une réaction conservatrice. Et je vous invite à faire très attention à cette question. Très, très attention à cette question. N'utilisez pas des mots anglais. Utilisez des mots brésiliens. Utilisez des mots qui sont ancrés dans la culture brésilienne de telle manière que tous les Brésiliens soient en capacité de comprendre ce qui est dit. C'est une bataille actuellement linguistique extrêmement importante, sous-estimée, et que les néofascistes, l'extrême droite,
a comprises. Alors, le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est la question des frontières. Les communautés nationales ne sont pas toujours prises par des frontières, ce qui exprime d'ailleurs des logiques expansionnistes qui laissent cours à des logiques expansionnistes, et puis d'autre part, qui permet aussi de comprendre les logiques de diaspora. Alors, vous voyez, si on prend la logique expansionniste russe actuelle, on voit bien que la façon dont Poutine et cette clique de personnes parlent de la Russie, c'est une Russie sans frontières. C'est-à-dire c'est une Russie qui n'a pas de frontières construites dans l'histoire, et à travers l'absence de frontières, une absence de stabilité politique et une absence de construction de la paix. Puisque la frontière, c'est le moyen de construire la paix. Ça divise, mais ça unit. Parce que la frontière met des limites, et en mettant des limites, elle permet de circonscrire les enjeux et les enjeux politiques. L'absence de limites, l'absence de frontières est une logique expansionniste guerrière. Alors, on le voit très bien avec la Russie, mais on le voit aussi, par exemple, c'est plus difficile parce que souvent on se fait reprendre, mais l'expansionnisme de l'État d'Israël est aussi un expansionnisme qui n'a pas de limite. On voit bien que l'État de 47, puis les frontières de 48, ne sont pas aujourd'hui respectées. Et au nom d'un État national, lui-même fondé sur la question religieuse, provoque des logiques expansionnistes. Mais on a aussi la même chose, par exemple, avec le Maroc et le Sahara occidental. Cette question de l'absence de frontières est un vrai problème historique. Alors, la deuxième logique, c'est la logique de la diaspora. La diaspora, c'est le fait qu'il y a des émigrations importantes dans d'autres pays que le pays national d'origine. Alors, cette diaspora, par exemple, on le voit très bien, la diaspora chinoise. On voit très bien les communautés chinoises qui existent au Vietnam, qui existent au Cambodge, qui existent en Thaïlande, qui commencent à exister en France, qui commencent à exister ailleurs. C'est une forme de communauté qui reste fondée sur la langue et sur l'histoire nationale, mais qui s'installe dans d'autres pays. Et une des questions qui est posée aujourd'hui à travers les logiques de diaspora, c'est est-ce que ces diasporas s'inscrivent dans des logiques de transition ou en fait, est-ce que c'est des logiques qui s'articulent à la question de l'expansionnisme? Vous avez vu le discours, vous l'avez peut-être entendu ou peut-être lu des articles de journaux sur le discours du président chinois qui explique que la Chine, historiquement, n'est pas un pays expansionniste. Et il a entièrement raison. Historiquement, la Chine n'a pas été un pays expansionniste. Alors, bien sûr, il y a des débats il y a des logiques des conflits de frontières à la limite entre la Chine et l'Inde, qui datent de très longtemps. Certains considèrent que c'est de l'expansionnisme. C'est en discussion. Mais en tout cas, en dehors de ces zones, il n'y a pas, comme le Japon a pu être expansionniste dans l'Asie, ou d'autres pays ont pu être expansionnistes, cet expansionnisme n'existe pas en termes de frontières. Mais la question, et je reviendrai par la suite, la question de l'expansionnisme en lien avec les diasporas, c'est-à-dire comment les diasporas peuvent être des atouts de nouvelles formes d'hégémonisme, ça se discute. Ça se discute et je reprendrai cette question-là par la suite. Alors, voilà, là, le deuxième point que je voulais dire, c'est les communautés nationales
ne sont pas toujours prises par des frontières, et cette absence de frontières donne une perspective à la question de l'expansionnisme et des diasporas. Le troisième point que je voudrais indiquer sur les communautés nationales, c'est que le concept de communauté nationale dépasse le concept de contradiction de classe. C'est-à-dire que c'est le moyen de faire abstraction des contradictions de classe au sein des nations. Alors là, à travers la notion de nation, il y a deux acceptions du mot nation. Il y a une acception, pareil, qui est historique et ancrée dans le passé. Celui-là, généralement, il cherche à ne pas souligner les contradictions de classe. Mais vous avez une autre acception de la nation, qui est une nation qui est adossée à l'avenir et à la citoyenneté. C'est la notion française de la nation en 1789, que l'on va retrouver comme une dimension de la nation dans la Commune de Paris en 1871. Alors, c'est une conception de la nation qui n'est pas tournée vers le passé, mais qui est en fait, la nation est une nation de citoyens qui est construite par rapport à un projet politique d'avenir. On va retrouver ce concept de nation dans la résistance française sous l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette nation, elle regroupe des noms français, des noms des personnes qui ne sont pas d'origine française ou qui n'ont pas la nationalité française, mais qui participent à la citoyenneté. Par exemple, un grand nombre d'officiers et de membres de l'armée de la Révolution française de 1789 ne sont pas de nationalité française. Ils viennent de l'extérieur. Sachez que, par exemple, le principal commandant de la force militaire de la commune de Paris est polonais. Vous voyez, un grand nombre de dirigeants de la résistance française au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas français. Ils sont polonais, ils sont juifs, allemands, ils ne sont pas français. Et du coup, vous voyez, il y a ici une conception de la nation qui est une conception ancrée sur l'avenir et ancrée sur la question de la citoyenneté. Et donc, cet ancrage sur la citoyenneté invite à concevoir un projet commun. Le projet commun, au moment de la Révolution française de 1789, c'est un projet commun contre l'aristocratie, donc de renverser le pouvoir du roi et le pouvoir de l'aristocratie, et en même temps, c'était un projet politique contre l'invasion de la France par les armées étrangères. Donc, il y avait deux projets qui s'articulaient. Le renversement de la monarchie absolutiste et deuxièmement, la défense du territoire français par rapport aux armées étrangères. Et cette articulation donnait une visée projective vers l'avenir de cette notion de nation. On retrouve la même question avec la Révolution, la Commune de Paris. Simplement, le problème, c'est que la Commune de Paris va être comment dirais-je, abattue par les forces réactionnaires de la bourgeoisie française. Et puis, d'autre part, on va retrouver la même question avec la résistance, mais qui ne va pas, au lendemain de la résistance, ne va pas donner suite à l'engagement des non-nationaux dans l'indépendance de la France contre le nazisme. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ici, les contradictions de classe, elles sont dépassées, mais elles sont dépassées soit de manière réactionnaire vis-à-vis d'un passé commun sur le papier, parce qu'en réalité, pas vraiment commun, soit au contraire d'un avenir commun. Et à ce moment-là, c'est un concept de la nation qui est un concept projectif.
Le deuxième chose que j'aimerais vous dire à propos des contradictions de classe, c'est que, en fait, la bourgeoisie elle-même, elle va, en tant que classe sociale, elle va se diviser, notamment par rapport à la domination étrangère. Alors, on le voit déjà dès 1789, en France, ce n'est pas la bourgeoisie qui se divise, c'est l'aristocratie, puisqu'une partie de l'aristocratie va quitter le territoire français pour aller s'engager dans les armées des autres puissances royales, qu'elles soient l'Empire autrichien ou les Anglais ou les... Alors, ce n'était pas encore les Allemands, et les noms qui m'échappent là. Bon, ça va revenir. Alors, on va retrouver dans des situations de domination le fait que la bourgeoisie se partage entre une bourgeoisie qu'on appelle comprador et une bourgeoisie nationale dans les ex-colonies. Par exemple, quand la Chine est envahie par les Japonais, la bourgeoisie chinoise hésite, se divise entre une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire qui collabore avec la domination japonaise, et une bourgeoisie qui s'allie au prolétariat, surtout qui s'allie aux masses laborieuses des campagnes pour rejoindre le Parti communiste chinois et pour rejoindre une lutte de libération nationale de la Chine. Et donc, il y a une opposition entre une bourgeoisie comprador qui rejoint la domination étrangère et une bourgeoisie nationale qui s'oppose à cette domination étrangère. Alors, on a la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale en France, partout. Vous avez des bourgeoisies qui collaborent, c'est le pétinisme en France, plus toute une partie de la bourgeoisie qui va être une bourgeoisie de collaboration, et puis une bourgeoisie qui va s'engager dans le combat national de libération nationale. On retrouve le même problème en Algérie contre le colonialisme français, on retrouve le même problème, le même enjeu dans les luttes de libération nationale au Vietnam. Et donc, il y a un point très important, c'est que devant la domination étrangère, la bourgeoisie, historiquement, s'est divisée entre les gens qui étaient dans la collaboration avec la domination et les gens qui s'opposaient à cette domination. Alors, c'est mon quatrième point. Quelles sont les formes qui ont pris jusqu'à maintenant la domination, c'est-à-dire des nations les unes par rapport aux autres? C'est la question de l'hégémonisme. Alors, dans un premier temps, l'hégémonisme va se construire à travers la question du colonialisme. Alors, le colonialisme va, bien entendu, être une étape extrêmement importante de la domination de certaines nations sur d'autres. C'est les Français, les Anglais, les Portugais, les Espagnols, les Hollandais qui vont démarrer la chose par la découverte de ce qu'on appelait les colonies et qui vont, partir du XVIe siècle, installer la question du colonialisme comme une capacité de domination de certaines nations sur d'autres. Avec la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, et un certain nombre de puissances qui prennent leur hégémonie vis-à-vis de ces nations européennes, on voit apparaître une deuxième forme de domination ou d'hégémonisme qu'on appelle l'impérialisme. Alors, vous avez des analyses très intéressantes faites par des marxistes de la fin du XIXe siècle sur la question de l'impérialisme, que certains pensaient être le stade suprême du capitalisme. C'est Lénine qui parlait comme ça de l'impérialisme. Il parlait de l'impérialisme comme l'étape suprême, la dernière étape du colonialisme, du capitalisme. Malheureusement, on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai, que l'impérialisme n'est pas le stade suprême du capitalisme, puisque après l'impérialisme, il y a une autre forme d'hégémonisme qui est en place aujourd'hui, qui est la globalisation. La globalisation, c'est une façon
de dominer le monde à travers les chaînes de montage, ou peut-être pas les chaînes de montage, les chaînes de valeur, l'organisation de chaînes de valeur globalisées. Et ceux qui maîtrisent la puissance de ces chaînes de valeur globalisées, ce sont la plupart du temps des capitaux issus des grands pays impérialistes, mais pas que. Quelquefois, d'autres forces, d'autres puissances, groupes globaux se mettent en place. Je pense par exemple au groupe indien qui domine la question de la sidérurgie dans le monde. Et on peut penser que des batailles qui existent en ce moment entre la Chine et le reste du monde, c'est la façon dont la Chine est en capacité, certaines entreprises chinoises sont en capacité d'établir une nouvelle hégémonisme à travers à la fois la globalisation et d'autre part les enjeux de la diaspora et les enjeux d'une globalisation d'une quatrième étape. Vous voyez, aujourd'hui, la globalisation est en difficulté. Depuis le Covid-19, on sent bien que la globalisation est en perte de vitesse. Mais ça ne veut pas dire que de cet effondrement partiel de la globalisation n'émerge pas un autre hégémonisme. Pourquoi pas? C'est pas sûr du tout que la globalisation, ce serait le stade suprême du capitalisme. C'est pas sûr du tout. On peut même penser le contraire. On peut penser que le capitalisme peut trouver des formes renouvelées pour dominer autre que la globalisation. Vous voyez, la question nationale est une question complexe. C'est-à-dire que la communauté nationale est une question complexe puisqu'elle pose à la fois un enracinement des peuples dans leur culture, mais dans une dimension paradoxale. Dimension paradoxale au sens où cette culture peut être régressive et s'articuler à des éléments psychologiques régressifs, ou au contraire, une culture qui s'ouvre au monde. Le deuxième point, c'est que la communauté nationale se pose la question des frontières, mais on voit bien que la question des frontières peut être dépassée, qu'on peut avoir des logiques hégémonistes en dépassant la question des frontières. L'impérialisme et la globalisation en sont l'expression. Enfin, la question des communautés nationales divise les classes sociales. Alors, ça divise principalement la bourgeoisie, mais pas que la bourgeoisie. Par exemple, en France, je ne vais pas noter ça, mais en France, la classe ouvrière, en 1943, s'est divisée sur la question de la domination fasciste nazie. Les nazis ont décrété en 1943 ce qu'on appelle le travail obligatoire, c'est-à-dire que des ouvriers, quelques paysans, mais surtout des ouvriers, ont été envoyés en Allemagne pour travailler dans les usines allemandes pour fabriquer de l'armement aux Allemands. Les Allemands étaient enrôlés dans l'armée. Pour faire tourner les usines, on faisait appel à des ouvriers. Les Allemands faisaient appel à des ouvriers étrangers, dont des ouvriers français. On appelle ça le STO, le système du travail obligatoire. Bien, les ouvriers se sont divisés là-dessus. Un certain nombre d'ouvriers ont collaboré, c'est-à-dire ils ont accepté d'aller en Allemagne travailler dans les usines qui fabriquaient de l'armement contre leur propre pays et contre les Alliés. Et d'autres ouvriers se sont séparés de cela et ils ont rejoint le maquis. C'est à partir de 1943, pour un refus du STO, du système de travail obligatoire, qu'un grand nombre d'ouvriers ont rejoint le maquis et ont développé les maquis en France. Donc, vous voyez, devant la domination étrangère, les classes sociales se divisent. La bourgeoisie, mais pas que la bourgeoisie. Et dernier point, la question nationale peut être aussi une question complexe à articuler à l'hégémonisme. Et on peut avoir, on n'est jamais en peine d'un nouvel hégémonisme. Voilà ce que je voulais dire sur les communautés nationales. Les communautés religieuses.
Alors, les communautés religieuses, elles sont encore plus anciennes que les communautés nationales, puisqu'en fait, les religions, la plupart des religions établissent leurs racines euh, avant même l'émergence des nations, puisqu'on considère que l'émergence des nations, les premiers signes de l'émergence des nations, ça date du XIIIe siècle. En France, on considère que la nation française commence à émerger comme identité à partir de 1214, qui est une bataille connue qu'on appelle Bouvines. Et vous voyez, on ne considère pas que la nation latine existe. En fait, chez les latins, on ne peut pas parler de nation, parce que, alors, on va y revenir, mais l'organisation de l'État latin n'est pas un État national, en fait, c'est un État multinational, hein, mais en réalité avec plusieurs langues. Et ce qui va d'ailleurs conduire à son effondrement au IVe siècle, au 5e siècle, pardon. Alors, les communautés religieuses, je pense qu'il faut faire une distinction entre les religions monothéistes et les religions non monothéistes. Dans les régions monothéistes se joue l'enjeu de la révélation, c'est-à-dire du Dieu. Généralement, cette révélation fonctionne par des prophètes qui sont là pour scander la révélation du Dieu. Mais ce Dieu, il a tendance à être hégémonique. C'est-à-dire qu'il a tendance à établir une distinction entre ceux qui acceptent ce Dieu monothéiste et ceux qui n'acceptent pas. Et ceux qui acceptent, le reconnaissent, sont à ce moment-là dans une supériorité par rapport à ceux qui ne reconnaissent pas. Et donc, les religions monothéistes sont des religions de domination. C'est vrai pour la religion chrétienne, ça sera vrai pour la religion musulmane, principalement ces deux religions qui sont des religions de domination. Derrière ces religions, il existe des structures qui sont des églises. Ces églises, c'est une organisation structurelle de ceux qui portent la révélation et qui sont dans un rapport plus ou moins intégré au pouvoir politique. Alors, les églises peuvent être à des moments indépendantes du pouvoir politique, puis à des moments être intégrées dans le pouvoir politique. La plupart du temps, les églises sont intégrées dans le pouvoir politique. C'est très rare des églises complètement autonomes du pouvoir politique. Ça va être d'ailleurs un des grands enjeux en France des luttes politiques pour la laïcité. La laïcité, c'est un concept politique qui reconnaît le droit à chacun d'exercer sa religion, mais qui sépare de manière nette le développement de l'État et des institutions des religions. Cette laïcité est plus ou moins établie. Vous prenez l'Angleterre, elle n'est pas complètement établie. Vous prenez les États-Unis, le président des États-Unis prête serment sur la Bible. Vous prenez l'Allemagne, la religion protestante est soutenue par l'État. La séparation de l'État et de l'Église est un processus qui n'est pas achevé. Alors, bien entendu, vous avez des situations comme l'Iran, où il y a une articulation très forte entre l'État et l'Église, puisque l'Église, les mollahs, c'est en même temps l'État. Donc, on passe dans des rapports plus ou moins intégrés avec l'État, mais ces religions sont la plupart du temps intégrées au pouvoir politique. Le troisième caractéristique de ces religions monothéistes, c'est qu'ils ont des pratiques collectives et sociales de la religion. C'est-à-dire, c'est des pratiques collectives, c'est des choses à faire, qui sont des points de repère avec des activités collectives qui structurent les rapports sociaux et qui les structurent sans rapport de classe. Ici, les rapports de classe sont dépassés. Tout à l'heure, c'était par l'esprit national. Ici, c'est par l'esprit religieux. Et donc, face à cette pratique religieuse, il n'y a plus de distinction de classe sociale. Et enfin, la quatrième caractéristique, c'est que les religions reposent sur des doctrines religieuses. Il y a des débats de doctrines avec les dérives dogmatiques que l'on connaît.
qui conduisent quelquefois à des guerres de religion. Dans la mesure où la religion organise des pratiques sociales et collectives, eh bien, quand vous associez pratiques collectives plus repères dogmatiques des doctrines religieuses, ben, vous allez vers les guerres de religion. Alors, on a ça avec l'islamisme. Je ne parle pas de l'islam, mais je parle de l'islamisme. Mais ici, ça serait intéressant au Brésil de regarder ce qu'il en est avec un certain nombre de religions, notamment évangélistes. Alors, les communautés religieuses, il y a des religieuses non monothéistes. Alors, par exemple, les bouddhistes ne sont pas monothéistes. D'autres religions, les religions indiennes, ne sont pas monothéistes. Alors, ce qui est tout à fait intéressant de remarquer dans ces religions non monothéistes, c'est que la pratique religieuse, en fait, une pratique intimiste dans la société. C'est-à-dire que la pratique de la religion ne s'appuie pas sur l'Église. Et lorsque cette pratique intime se fait à plusieurs, elle se fait sous la forme de monastères qui sont relativement reclus de la vie collective. Alors, vous avez les monastères bouddhistes, vous avez d'autres monastères qui se mettent en place dans une perspective qui est une perspective religieuse, mais qui ne concerne pas la société dans son ensemble, mais qui concerne la spiritualité de l'individu. Alors, ces religions monothéistes ne posent pas du tout les mêmes problèmes que les religions monothéistes parce qu'il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église et il y a un rapport très dilué avec le pouvoir temporel. Vous prenez en fait, par exemple, chez les bouddhistes, comment il s'appelle, le Dalai Lama. En fait, le Dalai Lama, il n'a pas de pouvoir d'église. Il a un pouvoir spirituel, il était une référence spirituelle, mais c'est une référence spirituelle individuelle. Pas du tout la même chose que le pape. Le pape, il a un pouvoir. Il nomme les évêques, il nomme les cardinaux, il détermine la politique du Vatican. Pas du tout la même chose que Dalai Lama, qui est une représentation spirituelle, individuelle. Et donc, l'absence d'église fait que le rapport est très dilué au pouvoir temporel, et donc ça ne présente pas du tout les mêmes difficultés que les églises et les religions monothéistes. Alors, la troisième chose que j'aimerais vous indiquer, c'est que dans la période actuelle, nous sommes confrontés à un effondrement du système à la fois politique, socio-écologique. Vous avez un rapport conflictuel au savoir qui donne un espace très important aux religions. Vous avez un conflit connaissance-croyance. Alors, vous avez des croyances qui ne sont pas très gênantes parce qu'ils sont dans un rapport, en fait, on pourrait dire non monothéiste. Chacun fait sa petite croyance à sa sauce. Chacun fait son petite spiritualité à sa sauce. Chacun fait son petit monastère à sa sauce. Alors, ce n'est pas très puissant pour transformer la société, ça permet aux gens de vivre, mais ce n'est pas très réactionnaire, ce n'est pas très gênant. Par contre, vous avez bien entendu une relance de la question de la question de la lutte contre les connaissances avec le développement des croyances, et du coup, la relance aussi des religions monothéistes. Voilà. Alors, ça va permettre de passer à la question, cette fois-ci, des communautés de pensée et d'action. Alors, je propose que ce concept de communauté de pensée et d'action est une nouvelle catégorie politique. C'est ni une communauté historique, ni une communauté religieuse, c'est une communauté fondée sur une révolution culturelle, fondée sur un nouveau rapport entre la pensée et l'action. L'intérêt de l'expression de communauté, c'est que la communauté, elle pose la question de l'articulation des classes sociales. C'est-à-dire la question des communautés pose la question des alliances entre fractions de classe sociale, fractions de force sociale, et aussi le rapport aux autres communautés,
que ce soit les communautés nationales ou les territoires infranationaux, ou les communautés ethniques et religieuses. Quel type de rapport peut se construire? Et c'est pour ça que je conserve de mon côté le mot de communauté, parce que je pense que c'est le terme le plus précis qui, par son expression même, pose la question de l'alliance de classe, les alliances, pose la question des alliances. Et deuxièmement, en mettant en avant la question de la pensée et de l'action, je reviendrai sur le fait que c'est des communautés qui se posent la question de la révolution culturelle. Alors, pour moi, plusieurs points que je vais développer sur les communautés de pensée et d'action de la transition. Le premier, c'est établir un rapport à la transition. Alors, quel rapport établir à la transition? Comment fonder un rapport à la transition? Alors, ma proposition concerne 4 points. Le premier point, c'est la transition doit prendre en charge la question des régulations écologiques pour qu'on trouve un avenir durable à la planète. Pas seulement à la planète, aux communautés humaines dans cette planète. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on doit prendre en compte les attentes sociales liées aux grandes fonctionnalités de la vie. C'est-à-dire que, avec les questions de l'effondrement qui se posent aujourd'hui liées aux dérégulations écologiques, nous avons un problème de lien avec les attentes sociales fondées sur les grandes fonctionnalités de la vie. La troisième dimension, c'est la réduction des inégalités sociales et territoriales. Donc, l'idée, c'est que la prise en compte de ces grandes fonctionnalités de la vie doit se faire dans un rapport, dans une perspective qui réduise les inégalités sociales et les inégalités territoriales. Le quatrième point, c'est l'émancipation par et dans le travail. Voilà. C'est si on veut avoir le moteur de la communauté, c'est un désir d'émancipation par et dans le travail. Je serai amené à revenir sur qu'est-ce que c'est que l'émancipation. Et en quoi l'émancipation, c'est l'inverse de la régression vers le passé, c'est l'inverse de la régression psychologique vers son enfance, qui porte en fait une pulsion de mort. L'émancipation, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'intérêt pour les autres, l'intérêt pour la vie. Alors, ces 4 points, je les propose comme des points fondateurs. Vous voyez, sur la question territoriale, peut-être qu'il faudrait préciser, j'ai une question, peut-être qu'il faudrait faire de la question territoriale infranationale une question à part, c'est-à-dire du renouveau des bassins de vie. C'est une discussion que j'avais il y a exactement 10 minutes avec Chiquino, en allant prendre un café. On discutait du télétravail et on discutait de la fin de l'université. On regardait le parking de l'université de Rio. Comme il me disait, il y a 2 ans, je connaissais ce parking, il était complètement bondé. Et je regarde le parking avec lui, et il est plein au tiers. Il y a des places partout. Bon. C'est l'idée que l'université n'est plus un lieu convivial. L'université ne peut plus constituer le plaisir de rencontrer les autres. Voilà. Ça n'a pas complètement disparu. Heureusement, il reste un tiers des personnes. Mais quand même, ça s'est drôlement affaibli. Où est ce plaisir de rencontrer les autres? Où est ce plaisir de rencontrer? La proposition, ça serait les bassins de vie. Revenir à la vie. Revenir à l'émergence, à la fonctionnalité principale de la vie. Et c'est dans les bassins de vie que ça se joue. Le plaisir de vivre à Malika, le plaisir de vivre à la Chapelle-sur-Dun, le plaisir de vivre à Pinouille, le plaisir d'habiter dans des espaces qui sont des espaces sociaux complets, pas des espaces sociaux professionnels coupés les uns des autres. Des espaces sociaux complets. Des espaces sociaux complets. Alors, peut-être qu'il faudrait rajouter cette 5e dimension, qui est la question de la transition s'ancre dans les bassins de vie. Ça ne veut pas dire que les bassins de vie s'isolent les uns des autres, au contraire, on peut créer des liens entre les bassins de vie, mais ça veut dire que les bassins de vie trouvent leur logique
d'émancipation. Et ça donne des expériences pilotes qui permettent de servir de référent, qui incarnent partiellement la doctrine. Donc, le premier point de l'Alliance, c'est se mettre d'accord sur la transition, qui articule 4 ou 5 dimensions et qui donne lieu à des expériences concrètes pilotes. Alors, le deuxième point de l'Alliance, c'est la démocratie sociétale. C'est-à-dire que la démocratie représentative aujourd'hui est en grande difficulté. La démocratie sociale ne va pas mieux, c'est-à-dire le syndicalisme ne va pas mieux. On a eu une grève, je ne sais pas si elle est terminée en France, qui est, je considère, une grève de l'aristocratie ouvrière, et qui est une grève réactionnaire des salariés des entreprises du pétrole, qui profitent de la situation pour augmenter leur salaire alors qu'ils sont déjà très élevés par rapport aux ouvriers, pour récupérer à la rente pétrolière et récupérer les profits du pétrole actuel. C'est scandaleux. C'est scandaleux quand les gens ne peuvent pas aujourd'hui trouver les moyens de se chauffer, de se déplacer. C'est une grève réactionnaire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La démocratie est pas représentative et en difficulté, on va le voir avec l'élection Lula-Bolsonaro, on le voit déjà avec le fait que beaucoup de gouverneurs viennent d'être déjà nommés de droite, voire d'extrême droite. On voit que la représentation est difficile. Et donc, on a besoin d'un autre type de démocratie que j'appelle la démocratie sociétale, qui est fondée sur quoi? Qui est fondée sur l'expérience du travail et le fait que dans l'expérience du travail, chacun est amené à réaliser des arbitrages qui ont une finalité politique au sens sociétal. Selon les arbitrages que vous faites, vous, chacun d'entre vous, moi également, eh bien, dans ces arbitrages, en fait, ils sont porteurs d'une visée politique et sociétale. Et donc, il faut mettre ces arbitrages en discussion. Il faut les collectiviser et prendre conscience de la visée politique des arbitrages que nous faisons. C'est pourquoi nous avons besoin d'organiser la démocratie sociétale. Le troisième point de la communauté, c'est un rapport renouvelé aux autres communautés religieuses, voire ethniques. C'est-à-dire, il faut revenir sur la distinction croyance-connaissance. Et la deuxième contradiction, qui est la contradiction entre dimension spirituelle de la vie et liberté de l'engagement. Si vous voulez, le fait qu'on est confronté à des mutations structurelles conduit à mettre en difficulté les connaissances qui ont émergé à partir du siècle des Lumières, ce qu'on appelle, les historiens appellent la modernité. C'est surtout venu d'Europe au XVIIIe siècle, mais cette modernité a influencé l'ensemble du monde. Et c'est cette modernité, avec des connaissances, notamment des connaissances dites scientifiques, fondées sur l'expérimentation dans le domaine des sciences de la nature et des sciences exactes, ce sont ces éléments de connaissance qui ont permis de créer une certaine distinction entre les croyances et les connaissances. Et la distinction entre croyances et connaissances, ça a permis aussi de créer une distinction entre la dimension spirituelle de la vie. Chacun est amené à donner des réponses singulières, partagées, en fonction d'enjeux qui n'ont pas de réponse. Il y a toute une série de questions qui n'ont pas de réponse. Pourquoi la naissance? D'où vient l'humanité? Où va l'humanité? C'est sans réponse. Ce sont des questions qu'on appelle métaphysiques. Et ces questions métaphysiques appellent des réponses. Ces réponses, ce sont des croyances. On ne peut pas se passer de croyances qui alimentent la vie spirituelle. Mais il faut faire en sorte que ces croyances qui alimentent la vie spirituelle de la vie n'obscurcissent pas, ne rentrent pas en contradiction avec les libertés de l'engagement
des indépendances, liberté de l'engagement, d'indépendance et des alliances. Alors, sur la base d'une coopération fondée sur le partage d'une doctrine. Alors, le dernier point, c'est le rapport renouvelé aux institutions. Je pense qu'il y a besoin… Ah, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Là, je vais la corriger tout de suite parce que… tac, j'ai répété 2 fois la même chose. Ah. Petite chose. Sortir de la présentation. Ah oui, je ne peux pas. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. Je corrigerai après. Non, mais je corrigerai après. Pas grave. C'est une erreur de… Voilà. Une erreur de frappe. Le 4e point, c'est donc un rapport renouvelé aux institutions. Nous devons être dans une indépendance. Je reviendrai sur cette question de l'indépendance par rapport aux institutions. Mais l'indépendance des institutions ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alliance avec des personnalités, voire des services, sur la base d'une coopération fondée sur le partage de la doctrine. C'est-à-dire, on peut, bien entendu, à l'intérieur des institutions, travailler avec des gens. Dans l'université, dans l'institut universitaire, on peut travailler avec certains chercheurs. Pas avec tous, impossible. Mais on peut travailler avec certains chercheurs académiques. Dans l'institution de l'ADEME, on peut travailler avec certaines personnes de l'ADEME, et pas toute l'ADEME, ce n'est pas possible. Alors, il faudra que je revienne. Pourquoi? Parce que ce sont des institutions qui se sont construites dans l'histoire sur une base qui est une base de l'État et de la domination de la bourgeoisie sur le reste des populations. Donc, les institutions, ce sont des institutions de domination. Et donc, l'institution, dans son ensemble, ne peut pas être récupérée, même s'il peut y avoir des alliances avec des personnalités de ces institutions, voire des services de ces institutions. Mais à ce moment-là, cette alliance, elle doit être fondée sur une coopération liée au partage de la doctrine. Alors, je propose que l'alliance se repose sur ces 4 points. Donc, les communautés de pensée et d'action représentent ces 4 points. Alors, je voudrais revenir sur un 3e aspect, c'est l'importance de l'importance stratégique des enjeux culturels. En réalité, avant tout, nous sommes confrontés à des problèmes de représentation du monde. Et donc, nous sommes confrontés avant tout à une révolution culturelle. Si demain, nous avions le pouvoir, les uns ou les autres, on ne pourra rien en faire. Même si le Parti du travail a demain le pouvoir, il ne pourra rien en faire. Parce qu'il est confronté à un problème culturel beaucoup plus large que la question du pouvoir. C'est les questions des mutations structurelles et les questions de la transition. Alors, cette révolution culturelle, elle passe par des formes de pensée et d'action, mais elle passe aussi par des activités culturelles, artistiques. Une attention particulière à la langue, à sa compréhension. Vous avez au Brésil un immense avantage par rapport à l'Europe, c'est que la dimension culturelle est restée en grande partie populaire. La musique, chez vous, est une musique populaire. Le rapport à l'art est resté largement imbriqué dans un rapport à la fois artistique et artisanal. L'artisanat est une façon d'exprimer la culture d'une manière populaire. Vous avez transformé le portugais en brésilien. Vous avez donc une langue à vous. Je remarque qu'il y a, par rapport à un pays comme la France, le franc anglais, on appelle ça. On pourrait essayer d'appeler ici le brésilien anglais, plus faible qu'en France. Bien sûr, vous utilisez le mot start-up, certains d'entre vous. Bien sûr, vous utilisez de temps en temps d'autres mots comme ça, new technology ou autre. Mais je remarque que c'est beaucoup moins développé qu'en France. Et donc, vous avez votre langue. Ces dimensions, c'est un avantage considérable. C'est un avantage considérable pour le Brésil. Voilà. Il faut savoir comment utiliser ça. Je ne sais pas encore très bien, mais c'est un avantage. La 3e chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est d'abord une révolution culturelle et pas une révolution politique. Parce que dans la phase actuelle, la révolution politique, c'est-à-dire la recherche du pouvoir politique,
conduit à subordonner les moyens aux objectifs. Aucun pouvoir politique aujourd'hui n'est capable de ne pas subordonner les moyens aux objectifs, c'est-à-dire aux objectifs de prise de pouvoir. Or, le choix des moyens construisent les rapports sociaux d'aujourd'hui et de demain. On a une contradiction. On va dire, demain, on prend le pouvoir, et après-demain, ça va être le bonheur. Sauf que pour pouvoir prendre le pouvoir, on réutilise des moyens qui construisent des rapports sociaux de domination. Donc, on repose la question de la domination pour demain. Et ça, on le voit aujourd'hui à travers le slogan de l'illusion de l'urgence climatique. Le mot d'ordre de l'urgence climatique, il éclipse, il met en second plan la transformation des rapports sociaux ici et maintenant. Alors que c'est dans l'autre sens qu'on devrait faire. On devrait poser la transformation des rapports sociaux ici et maintenant, et c'est en faisant ça alors que l'on peut faire face au changement climatique. Mais ce n'est pas en mettant en avant l'illusion de l'urgence climatique que l'on est en capacité de transformer les rapports sociaux. C'est tout l'inverse qui est en train de se réaliser. Alors, dernier point, cette communauté de pensée et d'action trouve des formes originales d'organisation. Et c'est là où nous sommes, vous et moi, particulièrement interpellés. Nous avons besoin de créer des formes originales d'organisation, de nouvelles formes d'organisation. Je pense qu'il y en a 4 formes nouvelles d'organisation. La première, c'est qu'il faut développer des centres de recherche et d'intervention. Athémis, c'en est un, mais on peut en faire d'autres. Alors, ces centres de recherche, ce n'est pas des recherches académiques. Ça intègre des chercheurs qui accompagnent, ce ne sont pas forcément des universitaires. Ça peut être aussi avec des chercheurs académiques, c'est-à-dire des chercheurs universitaires. Il peut y avoir aussi des chercheurs qui sont des responsables d'entreprise. Moi, je connais des responsables d'entreprise qui sont des chercheurs, dans l'âme. Ça peut être aussi des responsables d'associations citoyennes. Vous voyez, c'est une multiplicité de disciplines et de métiers. Et leur rôle, à ces centres, c'est d'élaborer la doctrine, avancer dans la doctrine, produire de la doctrine. On a commencé comme ça en France. On a commencé en 2001 par la création d'Athémis comme centre de recherche. Mais ce n'est pas parce que Athémis existe en France qu'il n'y en a qu'un centre de recherche et d'intervention. Il peut y en avoir plusieurs qui peuvent se compléter. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils rivalisent. S'ils rivalisent, s'ils sont en concurrence, c'est foutu. Et surtout, il faut faire en sorte que ces centres de recherche et d'intervention intègrent des métiers différents. Donc, attention à ne pas faire des centres de recherche et d'intervention un seul espace pour les chercheurs académiques. Surtout pas. Surtout pas. Le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est les organismes d'intermédiation. On a besoin d'organismes d'intermédiation comme les CETIM, comme les clubs en France, comme l'Institut de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On pourrait faire un institut européen, on pourrait faire un institut international, on peut faire un institut brésilien. On va en discuter. Bon. C'est-à-dire des espaces qui organisent le débat public, des espaces qui favorisent la coopération entre des acteurs différents et des espaces qui font évoluer la doctrine, c'est-à-dire qui vérifient que la doctrine est solide ou pas différente, et ceci à différentes échelles. On peut avoir à l'échelle locale, on peut avoir à l'échelle de l'État, comme par exemple l'État de Rio ou l'État de Minas Gerais, puis on peut avoir l'État du confédéral, comme le Brésil, puis on peut avoir l'État à une échelle qui est l'internationale. On peut avoir des organismes d'intermédiation, mais vous voyez, 3 fonctions: organiser le débat public, et donc la dimension culturelle, créer des espaces pour que les gens coopèrent entre eux, qu'ils se connaissent, qu'ils se comprennent, qu'ils aient des objectifs en commun, et vérifier la validité de la doctrine, consolider la doctrine pour inciter à son évolution. Ils ne peuvent pas complètement assumer la question de la doctrine parce qu'il leur manque des compétences, mais en travaillant avec les centres de recherche, d'intervention, c'est le moyen de faire évoluer la doctrine. La troisième forme d'organisation, c'est les écosystèmes coopératifs territoriaux, les ECT. C'est une nouvelle forme entrepreneuriale qui dépasse le périmètre des entreprises et qui s'articule au bassin de vie. Les ECT, c'est une nouvelle perspective historique
de la production et de la coopération en lien avec les territoires. Bien sûr, on va avoir des ECT qui vont pouvoir créer des réseaux d'ECT, qui vont pouvoir trouver des liens entre territoires. Mais la première base, c'est l'articulation aux territoires locaux. Quel ECT on crée à Malika? Quel ECT on crée à La Chapelle-sur-Don? Quel ECT on crée voilà, dans les bassins de vie? Puis le dernier point, c'est une organisation de la démocratie sociétale. En France, à la suite de travail politique, nous avons lancé Démocratie sociétale, qui est une association qui va se poser les questions directement du politique. Du débat public au sens du débat politique, l'existence de groupes tenir debout, c'est-à-dire devant l'adversité, créer des espaces de solidarité, de discussion des difficultés que présente la situation. Troisième dimension de cette orientation de la démocratie sociétale, c'est contribuer à l'élaboration de politiques publiques. Quatrième dimension, c'est travailler avec les élus qui sont d'accord sur cette doctrine et qui veulent coopérer avec les écosystèmes coopératifs territorialisés. Et puis, prendre en charge l'écriture de la philosophie politique, qui n'est pas vraiment de la recherche, la philosophie politique. Ce n'est pas la recherche. La philosophie politique, c'est des partis pris politiques, idéologiques. C'est de l'idéologie, mais qui sont pris par l'historique. Voilà les 4 formes d'organisation auxquelles nous sommes confrontés. Voilà, de mon point de vue, ce que nous avons à construire en commun. J'ai fini. Alors. Christian, tu as de l'eau là sur ta table ou tu veux que je leur demande de t'en apporter? Oui, je veux bien de l'eau. Okay. J'ai très mal à la gorge. J'ai une angine, je n'arrive pas à supprimer mon angine. Merci. Je pense que Francisco va t'en apporter. Oui, il est parti m'en chercher gentiment. Oh. C'était pas trop dur, Corinne, j'ai pas été trop rapide. Non, ça va. Parfois, oui. Tu t'enthousiasmes, mais ça va, je me débrouille. C'est vrai qu'au Brésil, sans eau, on ne peut pas survivre, hein, on n'y arrive pas. Il y a la clim là où tu es. Il y a la clim aussi. Ah oui, alors là, c'est foutu. Avec la clim, tu es obligé d'avoir de l'eau. Merci beaucoup. Et l'avion, en plus, et le changement de climat, c'est pas facile. Hein. Bon, alors je vais leur demander s'ils ont des questions. C'est ça. Je n'ai pas de questions sur le chat pour le moment. Ah, j'en ai une. Juliana. Bonjour à tous. Je voudrais contribuer au débat. Une contribution intéressante et contre le colonialisme, la frontière a 2 points différents. La frontière serait un espace de dialogue, de respect de l'autre et la limite serait la zone de guerre où vous arrivez pour dominer. Donc, cette différence entre la frontière et la limite pourrait contribuer à comprendre le colonialisme au-delà de la période historique pour les studieux du sujet. Le
colonialisme ne serait pas seulement une période historique, mais une forme de domination présente dans l'impérialisme, dans les organisations et durant les autres phases historiques, même durant la propre phase historique. Comment peut-on raconter l'histoire, la manière d'aborder l'histoire sous une forme de domination? Et je voudrais aussi demander au professeur Dutertre, avec la question du colonialisme qui est toujours contre la diversité et qui travaille avec la domination et qui construit toujours la misère, comment est-ce que nous pensons à la transition à partir de l'économie formelle? Parce que si on doit construire le nouveau, comment est-ce que nous allons faire à partir de ce qui est marginal? Je pense surtout aux questions, au fait des personnes dans le système économique ou politique. Les personnes sont toujours dépendantes pour des raisons de survie et pour ne pas exercer un travail pour survivre, mais elles suivent ce qui a été construit du point de vue historique et économique. J'ai des difficultés à construire ceci dans le cas des catadores. J'ai un peu du mal à construire la stratégie dominante qui maintient les personnes dans leur position. Donc, la transition, comment on pourrait faire qu'une économie marginale qui se transforme, qui a lieu en banlieue. Bon, c'est un peu les idées qui me passent par la tête. C'est un peu confus, hein, désolé, mais... Non, mais ça va, j'ai compris, moi. Ok, super. Il n'y a pas de Alors, problème. Marcio, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, Corinne. Bonjour, Marcio. Bonjour, Francisco, à tous. Ma question est au sujet de la transition. Selon la logique donnée aujourd'hui, j'aimerais observer tout d'abord, en ce qui concerne l'EFC, une critique, une logique différente de se libérer de la domination, de sortir du système de domination sous diverses formes. Des communautés, qu'elles soient nationales, religieuses ou les diverses forces sociales. J'ai identifié 3 points du processus de transition pour sortir de la domination. Tout d'abord, la création d'un langage qui puisse favoriser la transition. Nous avons parlé de langue comme processus d'unification d'un territoire. Donc, lorsqu'on pense à un territoire intellectuel de savoir, on pourrait imaginer définir un langage qui soit propre à ce territoire, à ce processus de transition. Second point, si dans ce processus de transition, nous ne pourrions pas être articulés à la bourgeoisie, parce que les textes que j'ai lus cette semaine, j'ai vu que la situation de duplicité de la bourgeoisie qui se justifie de manière interne comme un
un État qui s'allie à l'économie internationale, une articulation donc avec la bourgeoisie également. Parce qu'à Marica, nous avons le cas. Et le troisième point, la question du territoire. En fait, délimiter le territoire. C'est un territoire avec des frontières. Comment allons-nous faire pour définir le territoire, pour délimiter un espace d'action de la transition? Donc, ce sont les 3 points que j'ai identifiés comme stratégie de la transition. Merci. Très bien. Je vais peut-être commencer par là, Corinne. Je vais commencer à répondre. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Juliana sur la question du colonialisme parce que les remarques qu'elle avait faites me conviennent bien. Je vais revenir sur une question particulière qui est dans son propos, qui est l'articulation entre l'économie formelle et l'économie dite qu'elle appelle marginale, informelle. C'est une question très importante, ça. C'est une question très, très importante. En fait, l'économie dite formelle, c'est une économie qui s'est construite, qui s'est structurée à partir du développement de la révolution industrielle sur la base du capitalisme. Le capitalisme a, en créant le rapport salarial et le rapport de subordination, a mis en place une économie formelle de production de biens tout à fait identifiables dans des rapports sociaux connus. Et ce qu'on appelle l'économie dite informelle, c'est généralement une économie qui a continué à exister en dehors du capitalisme, généralement concernant des enjeux de la reproduction de la force de travail, dirait Marx, c'est-à-dire de la vie quotidienne, et avec derrière des zones qui concernent les services aux personnes, le travail domestique, la petite culture vivrière, toute une série d'activités de biens artisanaux, de biens agricoles ou de services relevant aux personnes, relevant finalement de compétences faibles, mais qui ont leur importance extrêmement grande par rapport à la vie, par rapport aux grandes fonctionnalités de la vie. Et c'est amusant, hier je me baladais avec Chiquino à Rio et je lui disais, regarde, toutes ces personnes, en fait, elles ne sont pas dans le capitalisme. Toutes ces personnes-là, elles sont à côté du capitalisme. Alors c'est très important de prendre conscience que toute une série de personnes ne sont pas en fait engagées. Le capitalisme domine, mais tout ne relève pas de rapports sociaux, de subordination dans le capitalisme. Même si certains sont salariés. Alors, je pense que c'est très important de construire un nouveau rapport. La question de Juliana me paraît très, très importante. Parce que nous, on cherche à sortir de l'économie formelle capitaliste. On cherche une autre économie formelle, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Mais peut-être que l'économie de la fonctionnalité de la coopération, ce n'est pas seulement une autre économie formelle, c'est peut-être aussi une autre économie informelle. Puisque dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération, il existe des rapports de dons et contre-dons. Il existe des engagements qui ne sont pas des engagements monétaires, qui sont des engagements gratuits. Il existe des formes de coopération qui échappent au marché. Et donc, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est une nouvelle perspective d'articulation du formel et de l'informel. C'est pour ça que j'insiste très souvent sur le fait que l'économie de la fonctionnalité de la coopération
ça s'intéresse aux grandes fonctionnalités de la vie. Et dans ces grandes fonctionnalités de la vie, il peut y avoir des activités, pas forcément avec des échanges monétaires. Il peut y avoir des échanges d'engagement. Là, par exemple, chez moi, dans mon village, on est en train de créer une association où on a beaucoup de jardins. Il y a beaucoup de jardins avec des fruits qu'on ne récolte pas, qui tombent tout seuls. Et dans le même bassin de vie, il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une association où on va récolter les fruits gratuitement et on va les distribuer à des personnes qui n'ont pas accès à la question des fruits. Ça entretient nos jardins, on est content, dans la vie collective. Ça donne des ressources par rapport à l'alimentaire durable. Et puis, s'il y a un surplus, on va le vendre sur les marchés. Et avec cet argent-là, on va permettre à certains qui n'ont pas de travail de commencer à avoir un travail. Comment on est là? On est en pleine articulation entre l'économie formelle et l'économie informelle. On trouve une nouvelle réponse au lien entre l'économie formelle et informelle dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Je pense que, à partir du moment où on part des grandes fonctionnalités de la vie, on trouve un espace qui intéresse l'économie formelle comme l'économie marginale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le point central de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est partir de la vie. Voilà. Alors, ça va nous amener aussi à avoir un autre rapport à l'industrie. Alors, bien sûr, l'industrie, c'est dans l'économie formelle. Mais on va avoir une industrie servicielle. Alors, je suis en train d'écrire un article sur une entreprise qui était présente aux universités d'été en France, à Saint-Étienne, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui s'appelle Home, qui fabrique des vélomoteurs électriques. Mais la fabrication de ces vélomoteurs électriques ne sont pas engagés dans la vente de ces cyclomoteurs électriques, mais engagés dans une forme de location-participation à la mobilité territoriale, dans une idée que ces cyclomoteurs doivent avoir une pérennité programmée, c'est-à-dire on cherche à allonger la durée de vie de ces cyclomoteurs. Alors ça, c'est très, très important, si vous voulez, comme orientation. Ça veut dire que, comme le disait Juliana, sur un sujet comme la mobilité, qui est une grande fonctionnalité de la vie, on va avoir besoin d'industrie. Mais quelle industrie? Il faut penser l'industrie autrement que l'industrie capitaliste. Et il faut avoir une autre idée de l'industrie que l'industrie, j'appelle ça l'industrie servicielle. Il faut avoir une autre idée que l'industrie qui produit, qui vend les produits. Là, il ne faut pas les vendre, les produits. Il faut les mettre à disposition des territoires. Mais on peut faire la même chose au niveau de l'énergie. Comment on peut concevoir un secteur énergétique nouveau, serviciel, qui n'est pas au service des grands groupes énergétiques comme Total ou comme Petrobras, mais qui se mettent au service des territoires. Alors ça, c'est une question pour moi qui est très intéressante avec Malika, c'est-à-dire est-ce qu'on va être en capacité d'inventer une nouvelle activité énergétique en lien avec le développement des territoires, autre qu'une logique industrielle. Alors, c'est là où la question de Juliana est très, très importante. L'économie formelle que nous sommes en train de créer avec l'EFC, c'est en même temps une économie informelle. C'est en même temps une économie informelle. Quand les salariés de cette économie formelle sont d'accord pour ne pas faire 35 heures, mais d'accord pour faire 36, 37, la semaine d'après, 34, on n'est pas dans le formalisme, on n'est pas dans le rapport salarial formel, on est dans un rapport salarial informel, où la question du don de soi, la question du don des heures, la question du don dans le service est plus important que le calcul des heures. Alors, vous voyez que cette prise en compte de l'économie qu'on dit marginale, qui n'est pas marginale dans la vie,
qui est essentiel dans la vie. Dans l'économie qu'on appelle formelle, cet encastrement, c'est une caractéristique de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et bien entendu, l'articulation est justifiée au regard de la transition. Parce qu'on pourrait avoir une déstabilisation de l'économie formelle au profit de la formelle dans une régression historique, dans une régression vers le passé, qui deviendrait réactionnaire. Ce n'est pas sûr que Bolsonaro, en fait, dans son programme politique, je ne connais pas assez bien, mais je trouve que vous ne critiquez pas assez Bolsonaro, vous ne vous intéressez pas assez à ce qu'il dit. Je trouve que vous n'êtes pas assez attentif à ce que disent les bolsonaristes. Et du coup, vous avez un point de vue anti-Bolsonaro, mais on ne sait pas pourquoi, finalement. Voilà. Il faut étudier qu'est-ce qu'ils organisent. Il faut étudier pourquoi ils ont une telle influence. Il faut étudier pourquoi ils engagent. Il ne faut pas simplement les rejeter, ça ne sert à rien de les rejeter. Il faut comprendre ce qu'ils font. Et moi, je pense qu'ils font quelque chose sur l'articulation entre l'économie formelle et l'économie informelle. Je pense qu'ils font quelque chose. Quoi? Ah, voilà. Je vous pose la question. Discutons ensemble. Je ne suis pas sûr de moi. Mais dans 15 jours, j'aurai des idées. Je vous assure, je vous les avancerai, mes idées. Parce que je m'intéresse à cette question les 15 jours, 3 semaines où je reste ici au Brésil. À la fin de mon séjour au Brésil, je vous dirai ce que je pense. Et je suis sûr qu'il y a une politique réelle. Ce n'est pas possible que des pauvres votent Bolsonaro simplement parce qu'ils seraient aliénés. Non. Il y a quelque chose qui se joue là, une nouvelle articulation entre l'économie formelle et informelle, réactionnaire, mais qui joue. Et quand nous, on ne parle que de l'économie formelle, eh bien, on passe à côté de ce lien. Et donc, on passe à côté d'un intérêt qu'a les personnes marginales aujourd'hui. Et une partie d'entre eux qui ont moins de conscience politique, qui sont plus isolés, mais votent Bolsonaro, parce qu'il lui parle d'eux. Et nous ne parlons pas d'eux. Nous ne parlons pas, nous ne donnons pas une perspective aux marginaux. Et je pense que, y compris avec les catadores, on ne parle pas bien aux catadores. D'abord, il y a une question qui n'est pas jamais posée quand on parle aux catadores, qui est la question des femmes. 90% des catadores, ce sont des femmes. On n'en parle jamais. On dit les catadores, on ne dit pas les femmes. Or, ces femmes, elles ont un problème de travail, mais elles s'occupent de la famille. Les maris ils vont boire un coup et puis ils missionnent. Mais elles, les femmes, elles tiennent tout. Elles tiennent la coopérative et elles tiennent la vie. Comment elles tiennent la vie? Est-ce qu'on s'y intéresse? Est-ce qu'on s'intéresse à l'articulation entre le formel et l'informel? Est-ce qu'on s'intéresse aux conditions dans lesquelles ces femmes? On n'en parle jamais. Moi, je n'ai jamais rien entendu sur les femmes catadores. J'ai tout entendu les coopératives catadores, les dirigeants des catadores, l'organisation nationale des catadores. Mais ça, ce n'est pas les femmes, ça. Ce n'est pas les femmes. Comment s'articule la question du travail des femmes, qui est un travail informel, avec le formalisme du travail dans les associations de catadores, c'est-à-dire qui traitent. Cette question n'est pas traitée. Par nous, nous disons rien. En tout cas, moi, j'entends rien. Peut-être qu'en réalité, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se disent, mais moi, je ne les entends pas. Alors, je pense que si moi, je ne les entends pas, déjà à l'extérieur, ils les entendent encore moins que moi. Hein. Ça ne veut pas dire que rien ne se fait, hein, attention. Je ne suis pas en train de dire que rien ne se fait. Je ne suis pas en train de dire que rien n'est réfléchi dans ce domaine-là. C'est possible, mais ce n'est jamais mis en avant. Et donc, l'articulation aux pauvres n'est pas prise en charge. On ne dit jamais que les catadores sont des pauvres et que ce sont des femmes pauvres. Quand on parle de l'économie circulaire chez les catadores, vous croyez que ça va résoudre le problème des femmes pauvres, l'économie circulaire? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, vous voyez, on ne parle pas bien. On n'a pas un programme économique et politique. Il faut faire de la politique en lien avec l'économique et faire de l'économique en lien avec la politique. Voilà ce que je voulais dire sur la question de Juliana. Et Juliana, ta question, elle est très bonne, elle est très, très importante. Mais il faut c'est une autre articulation pour comprendre le travail qu'on appelle là, vous avez appelé marginal ou informel, il faut le réarticuler au travail formel.
Et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est une nouvelle réponse à l'articulation entre le travail formel et le travail informel, notamment des femmes pauvres, 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 notamment des femmes pauvres. Alors, je vais intervenir après Martiaux. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Martiaux, sur le fait qu'il faut inventer un langage qui favorise la transition. Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, les concepts, la doctrine, ce n'est pas un langage. Les concepts et la doctrine, ce sont des manières de penser. Ce ne sont pas forcément des manières de s'exprimer. Et donc, il y a quelque chose à trouver là, très importante. On a besoin de concepts, on a besoin de doctrine. Mais à un moment donné, il faut que la doctrine, elle trouve un souffle populaire. Elle doit trouver une résonance dans le langage partagé par tous, et surtout pas du jargon. Surtout pas du jargon. C'est très difficile. Nous, les chercheurs, on a tendance à jargonner. Voilà. Alors, le problème, c'est que il faut trouver des expressions dans lesquelles les gens se retrouvent. Mais ça, moi, je suis mal placé pour en discuter avec vous au Brésil, parce que je ne suis pas assez inscrit dans l'histoire populaire brésilienne. J'ai ma culture de français qui me gêne. J'ai plus de facilité pour traiter cette question en France, parce que je sais quel mot je dois trouver, je sais comment entraîner les gens, je sais comment parler au cœur des gens. En français, je sais le faire, en brésilien, je ne sais pas le faire. Parce que le problème du langage, c'est qu'il doit parler au cœur. C'est-à-dire que le problème du langage, et là, vous avez la musique quand même avec vous. Hein. Vous avez la musique, vous avez d'autres choses. Vous avez quelque chose qui est extraordinaire au Brésil, c'est que il y a des différences sociales. Il y a des différences de classe sociale, mais ça n'empêche pas les gens de parler entre eux. En France, les gens, ils ne se parlent pas. Ils sont dans des catégories sociales qui ne sont pas les mêmes, ils sont dans des groupes sociaux qui ne se parlent pas. Ils se croisent dans la rue, ils ne disent même pas bonjour. Ils regardent le sol, ils regardent les chaussures, comme s'ils passent à côté de quelqu'un, comme si il n'était pas intéressant. Et surtout dans ma région, la Normandie, le Pays de Caux. Le Pays de Caux, ils sont complètement fermés sur eux-mêmes. Ils se sont tellement protégés du vent dans l'histoire de la Normandie contre les tempêtes qu'ils sont dans des petits villages normands étroits. Et même à l'intérieur des villages, on ne peut même pas aller dire bonjour aux voisins. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas cet héritage. Alors, ça, c'est deux atouts considérables. Un, le fait que vous avez la musique. Et deux, le fait que vous avez quelque chose qui a à voir avec le plaisir de rencontrer l'autre. Voilà, le plaisir de rencontrer l'autre. Je pense qu'il faut cultiver ces deux choses-là au Brésil pour donner un langage commun de la transition. Mais ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut creuser l'intuition de Juliana, c'est-à-dire comment trouver des expressions qui sont à la fois des expressions de travail, mais pas du travail formel, du travail vital, du travail lié à la vie. Et peut-être s'inspirer de la façon dont les femmes pauvres s'expriment. Peut-être. Peut-être s'inspirer dans la façon dont, dans des endroits comme agricoles un peu retranchés, les gens expriment leur rapport aux animaux, aux oiseaux, à la nature. Il faut trouver.
En tout cas, moi, je suis d'accord avec ce que dit Marceau, il y a besoin d'un langage, et qui n'est pas un langage conceptuel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de langage conceptuel, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de doctrine, il y a besoin de doctrine, mais la doctrine ne suffit pas. Ce n'est pas une culture, une doctrine. Alors, le deuxième point, c'est l'articulation à la bourgeoisie. Je pense qu'on a besoin de critiquer la bourgeoisie et de l'interpeller dans ses choix. Je pense que quand la question nationale était posée avec ce qu'on appelait la bourgeoisie comprador, il y a une nouvelle forme de bourgeoisie comprador qui adore la globalisation. Celle-là, il faut la critiquer. Mais il faut la critiquer jusqu'au bout. C'est-à-dire il faut critiquer aussi la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie qui n'aspire qu'à devenir une grande bourgeoisie. On venait à l'université avec Chiquino. En voiture, on croise, on dépasse une voiture où, sur la lunette arrière de la voiture, il y avait une image de Bolsonaro. Alors, on regarde la gueule du mec. Voilà, on regarde la gueule du mec. Et le mec, il était normal. Chiquino lui dit, il y a une sale gueule. Mais je dis non, regarde, il y a une gueule normale. Il n'y a pas une sale gueule du tout. Regarde sa gueule, elle est même sympathique, sa gueule, en fait. Même sympathique. Comment un mec sympathique peut être du côté de Bolsonaro? Comment ça se fait comme ça? Hein? Voilà. Alors, ben, c'est là où il faut critiquer la petite bourgeoisie. Parce que la petite bourgeoisie, qu'est-ce qu'offre le libéralisme? Parce que Bolsonaro, c'est quoi? C'est le libéralisme économique plus le conservatisme social. C'est le A-libéralisme. Libéralisme économique, conservatisme social. Donc, il offre quoi? Il offre l'idée qu'avec le libéralisme, les gens peuvent faire fortune. Le gars, il crée sa start-up, à 30 ans, il est millionnaire. Voilà ce qu'il a dans la tête, le gars. Et plus on est libéral, plus on croit qu'on peut devenir riche en 20 ans. À 40 ans, on se met à la retraite, on se met les pieds en éventail, on va au soleil, parce qu'on a fait fortune. C'est ça que le libéralisme entretient. Nous devrions expliquer que sur 20 startups, il n'y en a même pas une qui arrive à faire fortune. Tous les autres, ils régressent. Nous devons dénoncer toutes ces impasses du libéralisme. Nous ne le faisons pas assez clairement. Il faut revenir sur les startups, c'est de la saloperie. Saloperie. Il faut revenir sur les hauts salaires, c'est de la saloperie. Il faut limiter les hauts salaires. Il faut revenir sur les choses qui sont des choses détestables et en discuter ensemble. Et l'affirmer. Parce que secret, il est aliéné peut-être, mais il est gentil, il est tout mignon avec son petit visage de poupin. Voilà. Mais en réalité, derrière, il vole Bolsonaro. Parce qu'il croit qu'avec Bolsonaro, le libéralisme, il va pouvoir faire fortune. Il faut qu'on critique ça, avec des arguments, des statistiques, des éléments beaucoup plus concrets. Et qu'on arrête de récupérer le mot de start-up. Et qu'on arrête d'utiliser le mot de business, le plan de business plan. Et qu'on arrête d'utiliser tous ces mots du marché du travail. Tous ces mots qui sont des mots de l'aliénation. Nous-mêmes, nous les reproduisons. Ça, c'est la première orientation. Et la deuxième orientation, c'est que il faut que ça soit joyeux. Il faut que l'orientation que nous proposons soit d'une orientation joyeuse, qu'on ait le plaisir de vivre ensemble dans notre bassin, de se rencontrer. Il faut que la perspective que nous offrons est une perspective joyeuse. Voilà. Et bon, de trouver les formes. Alors, ça va permettre de diviser, je pense, la bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Effectivement, la bourgeoisie, elle exprime une certaine duplicité, je suis d'accord. Elle est en lien avec la globalisation, je suis d'accord. Mais là, c'est pareil. Je pense qu'on n'explicite pas assez ce que c'est que la globalisation. Par exemple, la globalisation, c'est le soutien à l'aristocratie ouvrière. Il faut le dénoncer. Il faut le critiquer. Par exemple, une partie importante du syndicalisme, c'est un syndicalisme de l'aristocratie ouvrière.
Ce n'est pas un syndicalisme populaire. J'ai plus d'eau. Excuse-moi. Merci. T'as plus d'eau? Plus d'eau? J'ai plus d'eau, plus de voix. Voilà. Alors, le dernier point que pose Où tu me Thio, comptes? le dernier point, c'est, attention, tu es sur le canal français, là. Pardon, heureusement que tu me l'as dit maintenant. Je pensais à un truc pour ta voix. Il existe des bonbons qui s'appellent Amazonia qu'il faut acheter à la pharmacie. C'est directement. Voilà, après, il faut dire ça à Chico. Je retourne au portugais. Ouais. Alors, la dernière question de Martiaux, c'est la question des territoires, des limites des territoires. Ce n'est pas sûr qu'il faut des limites au territoire. Voilà. De la même manière que, alors, attention, le territoire brésilien, c'est le territoire brésilien avec derrière une histoire singulière. Mais les bassins de vie, merci beaucoup. Les bassins de vie, par exemple, c'est pas sûr qu'il faut des territoires séparés des uns des autres. Ça peut être en partie, les frontières peuvent être souples, elles peuvent être mouvantes, à partir du moment où c'est dans la coopération. Vous voyez, les sphères fonctionnelles, ce ne sont pas des secteurs d'activité. Les secteurs d'activité du monde industriel, ce sont des activités séparées les uns des autres. On peut très bien avoir des territoires qui ne sont pas séparés des uns des autres, qui se chevauchent, qui s'encastrent, qui sont articulés, avec des zones tampons, des zones... Voilà, on est un peu là, on est un peu là. On est un peu à Malika, on est un peu en même temps à côté. Ouais. On est un peu les deux. Ce n'est pas grave si c'est dans la coopération. Et ça veut dire qu'on ne peut pas partir. La force motrice, c'est la force citoyenne, ce n'est pas la force des institutions. Parce que les institutions territoriales, elles sont séparées les unes des autres. Là, tu votes pour moi parce que tu es dans ma circonscription. Là, tu ne votes pas pour moi, tu ne m'intéresses pas. Et donc, on ne s'intéresse pas à celui qui est dans la circonscription d'à côté parce qu'il n'est pas, voilà, il ne paye pas d'impôts et il ne vote pas. Ça, c'est la séparation. Ça, c'est la mort. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est la vie, l'encastrement. L'encastrement. Vous savez, la biodiversité, la vie, elle est tuée par la partition des territoires. Elle est tuée par le fait que les territoires sont coupés les uns des autres. Il n'y a pas de relation entre les territoires. Je ferai un jour une conférence sur ça, sur les trames vertes et bleues et sur le problème de la partition du territoire contre la vie. Mais je pense que la vie humaine a besoin de territoires qui ne sont pas séparés. Regardez, moi je suis français, je me sens encore mieux ici, presque mieux ici qu'en France. Je ne dirais pas toujours. Pas mieux que chez moi en Normandie, mais mieux de beaucoup d'endroits. Voilà. Et donc, il n'y a pas. Les territoires, c'est aussi le chevauchement des territoires. Et donc, je pense que nous devons inventer des dynamiques territoriales qui coopèrent et pas des territoires fermés sur eux-mêmes. Pas de frontières. Des zones d'encastrement. Des zones qui se recoupent. On retrouve la même chose avec les métiers. On retrouve la même question avec les métiers du côté professionnel. Les centres de recherche, la recherche, ce n'est pas le métier des universitaires. Vous tous, vous n'êtes pas des universitaires, vous faites tous de la recherche. Vous êtes tous en recherche. La recherche, ce n'est pas la propriété des universitaires. L'économie n'est pas la propriété des économistes. Vous faites tous de l'économie. Là aussi, c'est pareil, ça sort le chemin. Il faut accepter. Cette vision des frontières, cette vision de la séparation, cette vision des silos, cette vision, c'est une vision de la bourgeoisie du capitalisme. Ce n'est pas une vision du communisme, et pas une vision de la transition. Voilà. Et donc, je pense que les idées de Martiaux sont très bonnes. Alors,
Moi, j'avais vu la main de qui c'était. Ben, elle est partie, tiens. Où est-ce qu'elle est? Elle n'est plus là. Il y avait une main qui s'était levée tout à l'heure, de Liliane. Ah, la Oui. main. Mais elle n'est plus là. Si, elle est revenue, Liliane. Elle avait levé la main tout à l'heure, Liliane. Elle est revenue. En réalité, ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. Ben, on peut Il y aussi. a très longtemps, je pense que la question de l'importance des relations est un fait pour faire avancer les choses. Je pense que comme j'ai un diplôme de relations publiques, je pense que je fournis des moyens à l'institution où je travaille. Donc, j'ai compris que les relations font bouger les choses et pas seulement les moyens financiers, mais les relations saines qui font que les institutions et les personnes puissent s'unir pour atteindre leurs objectifs. C'est ce que j'ai appris et ce à quoi je crois. Je pense que très souvent, donc, les personnes n'accordent pas une grande importance aux relations. Et quand j'ai commencé à étudier l'EFC, la question des recours, des moyens intangibles, j'ai commencé à comprendre que c'est la voie que nous devons emprunter pour que les relations soient plus durables, afin que les personnes puissent mieux s'engager et nous pouvons ainsi créer un engrenage pour faire fonctionner les choses. C'est ce que je voulais vous dire. Je pense que la base des relations est fondamentale pour n'importe quel projet. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Liliane. Alors après, elle a tout à fait raison de dire que c'est la question à changer, c'est la question des relations et prendre le fil des relations. Simplement, dans les relations, on en parlera la fois prochaine. Il y a aussi des relations de domination, il y a aussi des relations d'exploitation, il y a aussi des relations d'aliénation. Donc, ce qui est compliqué dans les relations, c'est que c'est le point d'entrée, Liliane a tout à fait raison, mais ces relations, elles ne sont pas équilibrées, elles sont toujours asymétriques. Et donc, nous avons besoin de relations qui sortent de la domination, de relations qui sortent de l'exploitation et de relations qui sortent de l'aliénation. Je pense que je vais faire ma prochaine, lundi prochain, je ferai la conférence là-dessus, le cours là-dessus. Et de revenir, et de ce point de vue-là, le problème qu'on a avec les institutions, c'est que on hérite d'institutions qui maintiennent de la domination. Nous héritons d'institutions qui maintiennent de l'exploitation. Et là, nous avons une difficulté. C'est comment faire bouger les institutions ou créer de nouvelles institutions. Voilà. C'est une question compliquée, hein, mais très intéressante et très importante à discuter ensemble. Vous voyez, par exemple, j'entends quelquefois des chercheurs ou des hommes politiques dire qu'il faut des relations équilibrées. Voilà, des relations équilibrées. Ça n'existe pas, les relations équilibrées. Jamais. C'est toujours des relations déséquilibrées. Voilà. Alors, ça demande de faire un peu de philosophie politique et revenir à ce qu'on appelle la théorie de la contradiction. Il n'y a pas d'équilibre, il y a des contradictions. Il y a des contradictions principales, des contradictions secondaires, un antagonisme de la contradiction, mais il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre n'existe pas, ça existe en physique, pas en sciences sociales.
pas dans le domaine sociétal. Et donc, nous avons besoin de transformer les rapports sociaux de production. C'est le rôle principal de la transition, c'est changer les rapports sociaux de production et derrière les rapports sociaux dans la vie civile. Mais pour pouvoir les transformer, il faut regarder qui domine et comment dépasser la domination. Christian, il y a Liliane qui voulait encore faire une observation. Je peux lui passer la parole? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai étudié un peu la question du système. Il y a 3 lois, donc la loi de l'équilibre, et ce sont des lois universelles qui régissent n'importe quelle relation. Et en suivant ces lois, je pense que nous arriverions à avoir plus d'harmonie et d'équilibre. Et je pense que ce serait peut-être une solution pour évoluer dans ce sens. Alors, là, j'ai un désaccord avec Liliane. C'est pas grave, mais j'ai un désaccord avec Liliane. Quand elle parle de la loi de l'équilibre, c'est une loi qui existe en physique. L'équilibre des forces, l'équilibre des poids, c'est effectivement une loi qui existe par rapport à un certain nombre de concepts en physique. Dans le monde social et humain, il n'y a pas d'équilibre. C'est une loi qui n'existe pas. Alors, c'est une très grande tendance de transposer les lois qui existent dans la nature, la physique, avec des lois qui existeraient du côté des sociétés humaines. Mais les sociétés humaines ne sont pas des sociétés qui relèvent de la nature uniquement. Il y a des dimensions dans la nature, bien sûr, de chez les hommes et chez les êtres humains, mais pas uniquement. Et du coup, on ne peut pas transposer les lois de l'équilibre comme une loi universelle. C'est faux. C'est une erreur. C'est une erreur que je pense être grave. Parce que c'est une façon, à travers l'équilibre, que les groupes sociaux qui dominent, de maintenir leur domination. Prenez l'équilibre ou l'harmonie, c'est prenez l'équilibre et l'harmonie actuelle de la domination. Et toute la façon dont les sciences sociales, en économie, en sociologie, vont rapatrier les lois de la nature comme des lois sociales, ce sont toutes celles qui ne veulent jamais remettre en discussion la question de la domination. C'est pour ça qu'il faut qu'on revienne sur cette question la fois prochaine. La loi d'équilibre n'est pas une loi universelle. Non. Non. Ce n'est même pas une loi universelle dans le monde de la nature. Vous voyez, Einstein, c'est dans le monde de la physique, mais de la physique newtonienne, de Newton. Mais quand vous passez à la physique de la relativité d'Einstein, il n'y a plus d'équilibre. Parce que justement, la vitesse transforme la masse. Et donc, il n'y a plus d'équilibre dans la physique newtonienne. Mais ça, bon, ça demande des discussions un peu longues. Mais même si on considère que l'équilibre est une loi dans le monde de la nature, ce n'est pas une loi universelle, ça n'agit pas comme une loi dans le monde social. Le monde social, au besoin, si on voit une loi universelle, c'est la loi de la contradiction. La loi de la contradiction, on pourra en rediscuter, je ferai un cours sur la théorie de la contradiction. Ça fait 2 cours que je dois faire, sur l'aliénation, sur l'émancipation et la domination. Et puis, je ferai sur la question de la théorie de la contradiction. Voilà.
peut-être qu'on va s'arrêter là parce que moi, je fatigue. Et je vais aller revoir mes amis qui sont dans la salle d'à côté à Rio. Là, j'ai en profité quand je suis à Rio pour discuter avec eux. J'ai vu Claudio tout à l'heure, d'autres. Et lundi prochain, je serai à Bello. On pourra faire la même chose à Bello. Ça vous convient? Oui, oui, on peut faire ça. OK, Demain, ils il y a- sont d'accord. D'accord, parfait. Dis-moi, Chica, demain, il n'y a rien, je crois. Il y a pas de cours. Et demain, non, demain, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, il faut que tu le dises à tout le monde. Il y a une réunion entre nous, on va voir si c'est nécessaire. Oui, c'est ça. D'accord. Bah, de toute Et façon, on n'a pas besoin parce qu'on se voit jeudi. Oui, on peut se parler directement. Ça sera mieux de se voir directement. Oui, oui. D'accord. Bon, allez. Alors, à lundi prochain, alors. Ciao, ciao. Ciao, ciao.